Nous sommes le 23 novembre 1997, à Brest, lors du 71e congrès du Parti socialiste. Lionel Jospin, fraîchement nommé Premier ministre après la dissolution ratée de Jacques Chirac, doit trouver un remplaçant. François Hollande, député et premier secrétaire par intérim, est le grand favori de l'élection, suivi de très loin par le chef de l'aile gauche du parti, Jean-Luc Mélenchon. Peu avant le vote, Hollande propose à Mélenchon un accord. Il trafique le vote et lui accorde 15% des voix, une sortie honorable que le sénateur socialiste accepte. Mais une semaine plus tard, les résultats tombent. François Hollande devient officiellement premier secrétaire comme prévu, mais avec 92% des voix, humiliant et trahissant Jean-Luc Mélenchon. Ce coup bas cause la première fissure entre la gauche modérée de Hollande et les radicaux de Mélenchon. Une fissure qui ne cessera de croître au fil des années. La fracture se produit finalement en 2008, lors d'un vote décidant de la future ligne du Parti socialiste. L'aile gauche du PS, menée par Benoît Hamon, arrive 4ème, et Mélenchon prend conscience d'une chose, la vraie gauche, la sienne, ne gagnera pas avec le Parti socialiste. Il quitte le PS, le parti où il a fait toute sa carrière, et repart de zéro. Mais ce qui semblait alors être une fin de carrière se révélera être un coup de maître, et 14 ans plus tard, aux élections présidentielles de 2022, Jean-Luc Mélenchon est le leader incontesté de la gauche, très loin devant un PS en fin de vie, et à 2 doigts du second tour. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment le représentant moqué d'une aile minoritaire du PS est devenu le chef de toutes les gauches. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec. À l'approche des élections présidentielles de 2002, la gauche a toutes les raisons d'être optimiste. Les quelques années de Lionel Jospin à Matignon sont plutôt bonnes, avec des réformes comme le passage aux 35 heures de travail par semaine, la couverture maladie universelle permettant à plus de Français d'accéder à la santé, ainsi qu'une baisse du chômage. Jacques Chirac allait subir l'habituelle défaveur du président sortant, après un mandat jugé trop libéral et pas assez sécuritaire. Et l'extrême droite ne semblait pas encore menaçante, ne dépassant pas les 15% d'intention de vote dans les sondages. Mais le 21 avril, les résultats tombent. À la surprise générale, le visage de Jacques Chirac est accompagné de celui de Jean-Marie Le Pen sur TF1 et pas celui de Jospin. Chirac est en tête avec 19,88% des voix, suivi de Le Pen avec 16,86% des voix, qui devance d'une très courte tête Jospin avec 16,18% des voix. Plus qu'une douche froide, c'est un coup de massue. L'extrême droite, diabolisée depuis les années 90, bat le Parti socialiste, qui semblait pourtant en mesure de gagner. Mais comment a-t-il perdu ? En fait, si le PS est hégémonique à gauche, il n'est pas le seul à se présenter. C'est pas moins de 7 listes de gauche qui se sont engagées pour les présidentielles, aussi bien de gauche révolutionnaires comme Laguiller ou Besancenot, souverainistes comme Chevènement, sociodémocrates comme Mamère ou Taubira, ou encore communistes comme Robert Hue. Toutes ces listes de la gauche plurielle ne pèsent pas lourd individuellement, mais représentent au total plus de 26,24% des voix. Il aurait suffi qu'une seule liste se retire pour que Jospin accède au second tour. L'autre raison de cette défaite est le score historiquement haut du FN. Le parti de Jean-Marie Le Pen, diabolisé depuis une décennie, était également très abîmé par une scission d'une partie de ses troupes en 1999. La scission est alors suivie de très mauvais résultats aux européennes de la même année, le FN perdant la moitié de ses sièges. Toutes ces conditions réunies persuadent le monde politique d'une chose, Le Pen est fini. Pourtant, au premier tour, Le Pen fait son meilleur score avec 16,18% des voix, base électorale qui conservera au second tour. Le mépris et le trop-plein de confiance des leaders socialistes ne lui aura pas permis de voir que oui, le FN pesait et qu'une gauche divisée était sérieusement menacée par lui. Le soir même, après l'annonce des résultats, un autre événement a lieu. Lionel Jospin annonce la fin de sa vie politique, un CPQ justifié par la pire des défaites possibles pour un homme de gauche. Il faut donc trouver un nouveau leader à gauche et surtout une nouvelle ligne. Un congrès se déroule immédiatement à Dijon en 2003, durant lequel la ligne social-démocrate est incontestée et François Hollande réélu. Pour l'aile gauche du parti, menée par Mélenchon et Henri Emmanuelli, c'est la preuve que le parti est incapable d'apprendre de ses erreurs. 3 ans plus tard, alors que la division guette toujours le Parti socialiste, un nouvel événement vient accentuer la crise, le traité de Lisbonne. Pour vous la faire courte, le projet de constitution européenne visait à fédéraliser davantage l'Union européenne, que ce soit en donnant plus de pouvoir au droit européen que national, en créant un président du Conseil européen, ou encore en réaffirmant le drapeau, l'hymne et la devise de l'UE, afin d'appuyer le caractère étatique de l'UE. Ce traité va pour la première fois diviser le centre de la gauche et de la droite. Les partis de gouvernement traditionnels, à savoir l'UMP, le PS et l'UDF, ont soutenu le projet. Mais les partis plus radicaux, comme la LCR, Lutte ouvrière ou le Parti communiste français à gauche, et le MPF, le RPF et le FN à droite l'ont rejeté. Nous avions donc une distinction claire entre un centre étendu, ce qui serait aujourd'hui le macronisme, en faveur du fédéralisme européen, et la gauche et la droite radicale, aujourd'hui LFI et le RN, en défaveur. Le débat aura lieu au sein de l'UMP et du PS. Chez les socialistes,
le camp du non est minoritaire, mené par l'aile gauche du parti, à savoir Mélenchon et Emmanueli. Le reste du parti, notamment le premier secrétaire François Hollande, y est favorable. Sans surprise, le oui va gagner le vote des militants, mais avec seulement 59% des voix, un score faible au vu du rapport de force chez les cadres. Finalement, le référendum sur la Constitution européenne est rejeté par les Français, un nouveau choc pour les éléphants du PS, 3 ans après la qualification de Le Pen au second tour. Les cadres du PS ne le voient pas encore, mais le peuple français se radicalise, et la social-démocratie repousse de plus en plus. Approchant des élections présidentielles de 2007, le parti peine à choisir un candidat unique. Mélenchon soutient d'abord Laurent Fabius, seul éléphant du parti à ne pas avoir signé le TCE, face au président du Fonds monétaire international Dominique Strauss-Kahn et la présidente de la région Poitou-Charentes et conjointe de François Hollande, Ségolène Royal. Au bout d'une campagne interne pleine de rebondissements, Ségolène Royal est finalement investie pour les présidentielles. Mélenchon la soutiendra par esprit de parti, mais il reste très sceptique. Finalement, Ségolène Royal s'incline face à l'ancien ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui avait mené une campagne sécuritaire et défiscaliste. Cette nouvelle défaite de la ligne Hollande sera vivement critiquée par Mélenchon, qui s'éloigne de plus en plus du parti. Après la nouvelle défaite du PS face à la droite, un congrès est organisé à Reims en 2008. Pour l'aile gauche du parti, le changement c'est maintenant. Soit le Parti socialiste adopte une nouvelle ligne plus radicale, soit la gauche se fera ailleurs. Mélenchon s'allie à Benoît Hamon dans une grande alliance de l'aile gauche, tandis que le centre du parti se crée autour de Ségolène Royal. Finalement, c'est cette dernière qui remporte le vote, tandis que la liste Hamon finit 4ème. Jean-Luc Mélenchon est désormais sûr, la gauche ne se fera plus au PS. Le lendemain du vote, il annonce quitter le Parti socialiste pour aller fonder un nouveau mouvement avec quelques alliés du parti. Au lendemain du congrès de Reims, la gauche est plus divisée que jamais. La social-démocratie, hégémonique, est portée par le Parti socialiste. La gauche radicale vient tout juste de naître avec Mélenchon. Le vieux parti communiste continue sa dégringolade, au profit d'associations plus radicales comme la LCR, et les écologistes grandissent peu à peu, en parallèle des changements climatiques. En 2008, François Hollande a la lourde tâche de faire gagner le Parti socialiste, qui ne cesse de perdre depuis 11 ans. Laissant sa place de premier secrétaire à la maire de Lille Martine Aubry, Hollande s'occupe lui de préparer sa campagne pour 2012, ayant abandonné celle de 2007 après l'échec monumental du référendum sur le TCE qu'il défendait. Hollande se prépare à affronter 2 poids lourds, Strauss-Kahn et Martine Aubry, qui partent même favoris en 2010. Mais un an plus tard, coup de théâtre. Dominique Strauss-Kahn est arrêté le 21 mai 2011 à New York, accusé d'avoir agressé sexuellement une agente d'entretien dans un hôtel. Pour lui, c'est non seulement la campagne présidentielle, mais aussi sa vie politique qui s'effondre. Mais pour Hollande, c'est l'occasion idéale de revenir dans la course. Enfin, pour Mélenchon, c'est une sale affaire qui éclabousse une grande partie de la gauche, mais pas lui. Hollande mènera une primaire soignée, taclant ses adversaires et rassemblant largement ses soutiens. Il parvient rapidement à se hisser aux premières places des sondages, la gauche plurielle étant vampirisée par Mélenchon, et Sarkozy grignoté par une petite nouvelle, Marine Le Pen. Le premier tour envoie Hollande et Sarkozy au second tour, suivi par les 2 candidats de la droite et de la gauche radicale, Le Pen et Mélenchon. Finalement, après un débat d'entre-deux tours rondement mené, François Hollande est élu président de la République. La victoire du PS était totale. Il contrôlait l'Élysée, l'Assemblée nationale, et fait extrêmement rare, il contrôlait même le Sénat. Mais à l'inverse du roi Midas, Hollande va transformer l'or en plomb. Toutes ses promesses encourageantes vont passer à la trappe. La lutte contre la finance, la taxation des riches, ou encore la baisse du chômage n'auront pas lieu, créant un grand mécontentement de l'électorat de gauche. Certaines réformes, comme la loi El Khomri, vont cristalliser les tensions et mener à une fronde de l'aile gauche du PS. Et enfin, le scandale Cahuzac va alimenter le dégagisme. Au bout de ces 5 interminables années, François Hollande ne sera même pas candidat à sa réélection, rendant le PS orphelin d'un leader. Pendant la montée en puissance d'Hollande et du PS, Mélenchon reconstruit la gauche de son côté. Alors que les sociodémocrates viennent de remporter le congrès de Reims, le sénateur Mélenchon et le député Marc Dolez annoncent dans un communiqué leur départ du Parti socialiste. Le 12 novembre 2008, les 2 élus annoncent la création du Parti de gauche, un nouveau parti basé sur le modèle de Die Linke en Allemagne, un parti fondé un an plus tôt en rassemblant les gauches les plus radicales que le SPD. Mélenchon souhaite faire l'union entre les anticapitalistes, les révolutionnaires et les écolos, en opposition à un PS jugé libéral, mou et pas assez investi dans la cause environnementale. Il souhaite aussi capitaliser sur le référendum de 2005, et prône plus ou moins une sortie de l'Europe. Plusieurs mouvements et grandes figures rejoindront le parti, notamment le président de gauche républicaine Éric Coquerel, aujourd'hui cadre de la France Insoumise, l'ancien cadre de la LCR Claude Debon, ainsi que quelques parlementaires et élus locaux. Le meeting de lancement se déroule à l'île Saint-Denis et réunit le président de Die Linke et l'ambassadrice de Bolivie.
Le meeting donne l'occasion à Mélenchon de clarifier sa stratégie. Unir pour les prochaines européennes le PG, les communistes et les écologistes de gauche, et même le NPA dans une grande alliance des gauches radicales, le Front de gauche. Mais le Front de gauche n'aura pas la réussite escomptée. Seuls le PCF et le PG acceptent l'alliance, ainsi qu'une énième scission de la LCR. Aux européennes, le parti est dépassé à gauche par le PS et les Verts, et dépasse de très peu le Front National. Mais la mayonnaise prend en 2012, avec les élections présidentielles. Investi par le Front de gauche, Mélenchon mène une campagne radicale, qui plaît au-dessus du Parti Socialiste, et qui grignote les voix des partis minoritaires de gauche. Mélenchon arrive finalement 4e au premier tour avec 11% des voix, un score faible en apparence, mais qui montre que la gauche radicale a une belle base électorale. Néanmoins, il est distancé par Marine Le Pen, qui réalise le meilleur score de l'histoire du FN. Après l'union aux élections, le Front de gauche se fissure. Les communistes et les mélenchonistes se rejettent la faute de l'échec les uns sur les autres, et les municipales de 2014 exacerbent les tensions locales, le PCF laissant le choix des alliances aux sections. Néanmoins, le Front de gauche arrive à rester uni pour les européennes, malgré le départ de la gauche unitaire. Mais l'élection est un échec cuisant pour le Front de gauche, qui dépasse à peine son score de 2009, et qui surtout se fait distancer par un PS mal en point, et un Front national dominateur qui arrive premier. Il faut néanmoins noter une baisse historique de la participation, qui a profité au centre et au FN. Ces échecs consécutifs remettent en question la stratégie de Mélenchon. Oui, le Parti Socialiste est en train de s'effondrer, et oui, la gauche est à reconstruire. Mais la stratégie de coalition ne prend pas, et Mélenchon prend trop de temps à tenter de maintenir l'union plutôt qu'à aller chercher les électeurs déçus. Il commence donc à s'éloigner du parti de gauche en laissant le pouvoir à une direction collégiale, et il se met à préparer l'élection présidentielle de 2017. Mélenchon change alors de stratégie. Plutôt que de chercher à contenter tout le monde au sein du Front de gauche, quitte à négliger ses électeurs, il cherche plutôt à avoir le soutien de la coalition autour de sa personne, et fonde son nouveau parti, la France Insoumise. Comme nous l'avons dit, Mélenchon change de stratégie avec la France Insoumise. Il n'est plus l'arbitre d'une alliance qui tangue, mais le chef d'un parti structuré autour de lui. Il réunit autour de lui des fidèles, comme les anciens secrétaires nationaux du parti de gauche Alexis Corbière et Manuel Bompard, son ancien attaché parlementaire Antoine Léaumont, mais aussi des nouveaux, comme les radicales de gauche Clémentine Autain et Daniel Obono. Sans devoir contenter chacun de ses alliés au sein d'une grande alliance, Mélenchon a le champ libre pour mettre en place son programme et surtout sa révolution citoyenne. L'idée, c'est d'adopter une nouvelle république mais par le vote, notamment en mettant en place une assemblée constituante dès son élection, menant à un régime qui serait parlementaire, droit de l'homiste et écologiste. Il se présente également comme le candidat de la paix, en opposition aux anciens présidents ayant suivi les États-Unis dans leur guerre, et fait même preuve de souverainisme, ayant à ses côtés des figures du souverainisme de gauche comme Georges Kuzmanovic. Sa campagne pour les présidentielles devient rapidement un exemple d'innovation. Il organise de grands meetings populaires en extérieur dans la grande tradition de gauche, mais il va aussi innover en adoptant de nouveaux moyens de communication, comme l'utilisation de YouTube, Twitter, du forum 1825 ou encore de Discord, en créant un mini-jeu en ligne inspiré de Mortal Kombat, Fiscal Combat, ou encore en menant 2 meetings simultanés à Paris et à Lyon grâce à un hologramme. Il obtient alors l'adhésion de la jeunesse, prenant plus de 30% de leur vote dans les sondages, et réunissant de très grandes foules lors de ces meetings, comme à Toulouse avec 70 000 personnes. Finalement, malgré le soutien du PCF et d'Ensemble, Jean-Luc Mélenchon arrive à la 4e place des présidentielles avec 19,58% des voix, derrière François Fillon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Malgré l'absence de second tour et la percée du FN, c'est un très bon score pour Mélenchon. Il écrase le Parti Socialiste qui finit à 6%, devient la première personnalité de gauche, et manque de peu le second tour, et avec 2% des voix le séparant de Marine Le Pen. Cependant, ce beau résultat au présidentiel ne sera pas suivi aux législatives. Macron, fort de sa victoire écrasante face à Le Pen, va écraser ses concurrents en obtenant 308 sièges, suivi par les Républicains avec 112 sièges. Le PS s'effondre, mais conserve 2 fois plus de sièges que la France Insoumise, avec 30 contre 17. Le FN, fragilisé par le Front Républicain, n'en obtient que 8. Le premier mandat Macron commence, et avec lui, l'aventure insoumise. Méprisé et humilié par un parti en qui il ne croyait plus, Jean-Luc Mélenchon s'aventurera alors dans le sentier embrumé de la scission et quitta le PS pour fonder le parti de gauche. Devenu leader de la coalition des partis de gauche radicaux, il comprendra peu à peu que ses alliés forment un plafond de verre et décidera de changer de stratégie en créant son parti, la France Insoumise. Devenu seul maître de son navire et dessinant du seul cap à suivre, Mélenchon connaîtra le succès en doublant le Parti Socialiste, devenant de facto le nouveau leader de gauche. Mais va-t-il capitaliser sur cette voie? Nous le verrons dans une prochaine vidéo.